Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons entrer dans l'ère des Ardennaises, après être sorti de l'ère des Flandriennes donc, avec cette petite course de transition qu'il y a eu cette semaine qui était la Flèche Brabançonne, dont on aura l'occasion de reparler un petit peu par la suite. Donc le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, ça sera donc l'Amstel Gold Race, puisque nous allons en faire la preview. Donc l'Amstel Gold Race, c'est celle qui enchaîne cette semaine sainte des Ardennaises avec donc l'enchaînement Amstel Gold Race, Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Et donc c'est une course qui se court aux Pays-Bas, l'Amstel Gold Race, et qui porte le nom d'une bière locale. Cette course, on va parler très rapidement du parcours tout d'abord. Donc le parcours est assez similaire aux années précédentes, surtout je crois que c'est le même depuis 2 ans exactement. Donc c'est 250 km avec 3500 bornes de dénivelé positif, ou non, 3500 mètres de dénivelé positif, pardon, je me suis un peu emballé. Donc au total, c'est 33 ascensions. Donc en fait, c'est dans la région du Limbourg, dans les Pays-Bas. Et on a un petit passage en Belgique, si je dis pas de bêtises, mais donc globalement, on passe dans tous les petits monts qu'il y a dans la région du Limbourg, dans les Pays-Bas. Et tout ça, ça vous fait 3500 mètres de dénivelé positif en 250 km, donc c'est une course très usante. Une course qui date des années 60, mais qui a toujours autant de prestige. Euh, et donc, course qui a livré toujours des beaux scénarios. En général, c'est une course qui est très indécise, c'est-à-dire que le parcours est assez dur, mais peut quand même profiter à plusieurs profils de coureurs. Donc, on a autant des mecs qui peuvent faire des Flandriennes, qui sont encore en forme, qui peuvent performer, tout comme des vrais Ardennais qui sont en train de préparer la Flèche ou Liège-Bastogne-Liège. Donc moi, j'aime bien cette course parce qu'elle est souvent très indécise. Euh, Si on parle de l'Amstel Gold Race, on va aussi parler rapidement de la météo. Donc pour la météo, a priori, il devrait faire beau sur le parcours. Pas trop chaud non plus. On sait que là, il y a un peu la chaleur qui est en train de revenir en Europe, mais il fera pas si chaud que ça ce dimanche dans les Pays-Bas. À peu près 10-15 degrés, mais a priori pas de pluie. Un petit peu de vent quand même, mais donc des conditions qui sont plutôt idéales pour faire du vélo. Maintenant, la présentation du parcours faite et puis la météo présentée, on va rapidement parler de ce qui s'est passé sur les éditions précédentes. On va parler de 2022 et 2023 parce que les années précédentes, en 2021, ça se courait sur circuit à l'époque du Covid, donc c'est un peu différent. En 2023, c'était Tadej Pogačar qui avait éclaboussé la course de son talent, qui avait gagné donc en solitaire devant un Benili qui était très robuste. C'était vraiment une des courses sur lesquelles on s'est dit, ouais, Benili, on savait qu'il est fort, mais là, il est vraiment dans une autre catégorie. Il avait fini devant Thomas Pidcock qui avait pris la troisième place. Côté français, on avait eu un top 10 d'Axel Zinglet, pardon. 11e place de Valentin Madouas. Alors ça, c'était quand même assez intéressant parce que c'était une année où il a fait très moche. Et Madouas avait subi une chute assez loin de l'arrivée, mais une chute assez importante qui l'avait immobilisé pas mal de temps. Donc Madouas avait fait une belle course malgré cette chute. Et il avait quand même fini 11e. Mais donc, globalement, l'an dernier, Pogacar qui écrase tout. Les deux seuls capables à peu près de le suivre, c'était Benili et Pidcock. Benili qui finit à 38 secondes et Pidcock à 2,15, qui était même repris par Andreas Kron et Alexei Lutsenko. Pidcock qui avait un peu implosé dans le final. Et puis, l'émission 2022, dont on se souvient forcément si on est français, puisque Benoît Cosnefroy avait presque gagné, avait fini deuxième. Il avait d'abord été annoncé vainqueur, mais finalement c'est Michal Kwiatkowski qui l'accompagnait dans une attaque qui a gagné au sprint. Ça s'est vraiment joué à la photo finish, c'était rien du tout, c'était vraiment super serré. Donc voilà, Cosnefroy qui avait fait deuxième devant le premier c'était Kwiatkowski. Et on avait ensuite un petit groupe il y avait Tige Benoît et ensuite un petit groupe avec notamment Mathieu Van Der Poel qui a fait quatrième. Donc ça c'est un élément intéressant pour la preview dont on va discuter juste après. Voilà. Et puis oui, si on parle de photo finish en 2022, il y avait aussi la photo finish en 2021 où ça se courait sur circuit, où Van Aert avait finalement été annoncé vainqueur devant Pidcock, où c'était vraiment très serré. Donc ça, c'était ce qui s'est passé sur les éditions précédentes. Et donc pour parler de l'édition qui vient, l'édition 2024, on va se pencher sur les cotes proposées par les bookmakers, ici en l'occurrence Winamax. Et le favori numéro un pour cette édition, c'est bien évidemment Mathieu Van Der Poel. Alors Mathieu Van Der Poel, j'ai pas parlé de Paris-Roubaix de la semaine dernière, mais bon, vous avez vu la course tous comme moi. Mathieu Van Der Poel qui a écrasé la course, qui a surtout profité d'une équipe qui était vraiment incroyable. Moi, j'étais pas positionné au carrefour de l'arbre, donc il est passé avec 3 minutes d'avance sur les mecs de derrière. Alors que l'an dernier, justement, je l'avais vu pile au moment où il était en train d'attaquer Van Aert. Bref, Van Der Poel qui marche sur l'eau, Van Der Poel qui a fait une préparation très appliquée, Van Der Poel qui n'a couru que 4 courses et qui a fait à chaque fois des résultats de ouf, qui a déjà gagné 2 monuments, qui aurait pu en gagner un troisième. Bref, Mathieu Van Der Poel,
Je vais pas vous refaire le tableau. Il est en train de marcher sur l'eau. Ça embête un peu tout le monde, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien Van Der Poel de base, mais c'est vrai que là, on commence un peu à en avoir marre de, de toutes ces victoires et du manque de suspense. Mais donc, Mathieu Van Der Poel est coté à 2,25. euh, donc, ce qui montre qu'il est archi favori. Et puis, les favoris suivants sont cotés à 15. Donc voilà, c'est pour vous dire le niveau de domination auquel Mathieu Van Der Poel est attendu sur cette course-ci. Puisque je vous disais précédemment, l'Amstel, c'est dur, mais c'est pas non plus Liège-Bastogne-Liège ou la Flèche qui correspondent pas vraiment à Van Der Poel, pardon. On a aussi des profils un peu plus flandriens qui peuvent gagner dessus. On a déjà vu Stéphane Kuhn faire des belles choses, on a déjà vu euh, Kasper Asgreen faire des belles choses sur cette course-ci. Donc en fait, finalement, c'est une course qui est assez dans la lignée du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Et évidemment que Mathieu Van Der Poel sera le favori numéro un. Il a déjà participé 2 fois à la course, une fois en 2019 avec un scénario rocambolesque où il avait gagné. Donc c'était la première fois qu'il participait. Il y avait Alaphilippe et Fuglsang qui devaient jouer le sprint, qui ont un peu trop attendu, et puis Van Der Poel est venu leur couper la chic sous le nez, et voilà, il avait gagné. Et puis ensuite, en 2022, il n'était pas au top, il a fait quatrième, derrière Kwiatkowski, donc Cosnefroy et Tige Benoît. Vraiment pas impérial en 2022. Là, je pense que cette année, ça sera pas exactement la même chose. On a quand même un Van Der Poel qui est beaucoup plus mature, qui prépare mieux ses courses. Et puis, Mathieu Van Der Poel, c'est pas la fin de son programme. Parce qu'il est aussi prévu d'être là à Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est sûr que moi je pense que Liège-Bastogne-Liège, ce sera une autre histoire. On aura le temps d'en reparler, on verra déjà ce qui se passe à l'Amstel. Mais en tout cas, son pic de forme est censé être prévu pour au moins tenir jusque Liège-Bastogne-Liège. Même si je sais pas vraiment si c'est quelque chose encore d'actualité, les pics de forme. Mais toujours est-il que Mathieu Van Der Poel sera évidemment au top pour cette course-là. Je pense qu'il y a assez peu de place pour le doute cette année. Quand on voit les courses du bonhomme, c'est vraiment n'importe quoi. C'est évidemment le grand leader, le grand favori, et surtout, il a une très belle équipe pour l'entourer, puisqu'autour de lui, on a Axel Laurens. Axel Laurens qu'on a vu fort, mais pas assez sur la Flèche Brabançonne. Euh, Søren Kragh Andersen, super équipier évidemment, Xandro Meurice, Oscar Risbeck, et puis ensuite, vraiment deux lieutenants incroyables, on a la présence de Quinten Hermans. Hermans, pardon, qui est en train de monter en puissance, qui a fait sixième de la Flèche Brabançonne, qui a participé une seule fois à l'Amstel, qui fait 20e, voilà, c'est pas trop mal. Et puis Gianni Vermeersch, alors Gianni Vermeersch, je voulais quand même en glisser un mot. Il m'a impressionné vraiment sur Paris-Roubaix, c'était peut-être le deuxième plus fort. Alors oui, on avait Philipsen qui a fait deuxième, mais Gianni Vermeersch a abattu un travail de dingue, et pourtant il a été capable de faire sixième quand même de ce Paris-Roubaix. Voilà. Gianni Vermeersch qui est dans la forme de sa vie. Bon, évidemment, il se mettra à la planche pour Van Der Poel, mais il a déjà fait 14e l'an dernier de l'Amstel, donc c'est pour dire que c'est un profil qui lui convient bien. Donc on a Mathieu Van Der Poel qui est coté à 2,25. Et ensuite, si on regarde les cotes Winamax, on a Jasper Philipsen qui était coté à 35. Jasper Philipsen n'est plus dans la start list initiale. Donc ça fausse un peu les choses. Mais donc globalement, on voit que ensuite c'est Quinten Hermans et Søren Kragh Andersen pardon, qui sont cotés à 100. Donc ça montre que du côté de Winamax, on voit vraiment Mathieu Van Der Poel comme un leader unique. Et c'est aussi ce que je pense. Là, on n'a pas un coureur qui est capable d'être exactement au même niveau que Van Der Poel, même si je suis curieux de voir ce que va faire Gianni Vermeersch. Je pense qu'encore une fois, ça sera tout pour lui. Reste à voir quelle sera la stratégie qui sera utilisée cette fois-ci. Euh, c'est plus exactement les mêmes coureurs qui sont en face de Mathieu Van Der Poel. Peut-être que cette fois-ci, ça pourrait lui être utile de garder son équipe un peu plus longtemps. On verra comment ça va se passer parce que là, on a vraiment des mecs avec un coffre énorme. Mais pour autant, je suis pas sûr qu'on envoie un pion à l'avant, ou alors vraiment de très loin. Mais on va pas laisser, par exemple, un Cosnefroy ou un Peacock partir avec Axel Laurens ou avec Quinten Hermans, je pense. Donc ça sera vraiment tout pour Mathieu. Et on verra comment ça va s'organiser avec son équipe. Moi, je pense qu'ils vont rester autour de lui. Et puis à un moment, il va partir. Peut-être dans le Keutenberg. C'est lui-même qui avait dit d'ailleurs, Van Der Poel, que c'était la montée la plus difficile. Donc c'est un mont qui est placé à peu près à 25 km de l'arrivée. Et en fait, il est très dur sur le début. Donc c'est 500 mètres à peu près à 15% de moyenne. Et ensuite, c'est un faux plat montant continu. Donc c'est-à-dire que vous avez prévu euh, de faire votre effort. Et puis en fait, à la fin, bah, ça continue de monter pendant 1 kilomètre. Donc c'est vraiment très dur. C'est là que Pogačar avait fait une différence, par exemple. Parce qu'après, sur les autres côtes, on sait que c'est un peu moins pentu. Après, Van Der Poel peut aussi se permettre de battre des gens au sprint, parce que c'est plus exactement la même concurrence que pendant les Flandriennes, on avait des Pedersen qui allaient très vite au sprint, par exemple. Donc, on verra quelle est la stratégie de course de Mathieu Van Der Poel. Déjà,
On verra quel est son état de forme. Moi, je pense qu'il sera bon, mais ça fait quand même depuis Milan-San Remo qu'il est sur le pont, donc ça fait un mois qu'il est très fort sur toutes les courses qu'il fait. Je pense qu'il sera encore bon, mais ce serait peut-être malin pour lui et son équipe de la jouer un peu plus tactique et d'attendre peut-être les 25 derniers kilomètres pour attaquer plutôt que de faire un round solitaire, de faire pardon une attaque solitaire à 60 bandes de l'arrivée comme c'est dans son habitude en ce moment. Ça serait pas plus mal pour le suspense. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que c'est l'énorme favori et qu'il n'est pas coté à 2,25 pour rien. Le deuxième favori, qui est coté lui à 15, c'est Tom Pidcock. Donc Tom Pidcock, qui est revenu à la course sur Paris-Roubaix après avoir pas pris le départ du Tour du Pays Basque, puisqu'il avait chuté lors de la reconnaissance du chrono inaugural. Donc Tom Pidcock, qui a fait 17e de Paris-Roubaix, qui a fait plutôt une belle course, alors qu'on l'attendait pas, qui était probablement pas à son pic de forme non plus. Euh, Évidemment, c'est un parcours qui lui convient. On se souvient qu'il a fait deuxième en 2021 derrière Wout van Aert au sprint, troisième l'an dernier. Voilà, c'est clairement quelque chose qui lui convient, mais il a jamais gagné. Il est toujours eu plus fort que lui. En 2022, il a un peu fait les frais de la course d'équipe de Kwiatkowski, mais bon, il avait gagné avec Kwiatkowski, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je pense que Tom Pidcock sera en forme, mais pas non plus le Tom Pidcock du début de saison de l'année dernière où il avait gagné l'Estrade Bianche de manière magistrale. Je pense qu'il sera en forme, mais il sera pas non plus à son meilleur niveau. Euh, je pense que c'est un de ses objectifs, pardon, les Ardennaises. On le verra probablement peut-être plus briller sur Liège. Enfin, en tout cas, on verra déjà ce qui se passera à l'Amstel, mais je pense qu'il est en train de monter en puissance. Et on sait que son objectif principal, c'est cette année, c'est les grands tours, et notamment le Tour de France. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que Pitcock sera dans une bonne forme, mais pas non plus à son prime. Et c'est aussi pour ça qu'il est coté seulement à 15 par les bookmakers. Un top Pitcock à son prime, pardon, il s'est coté à 7 ou 8, je pense. Mais là, à 15, c'est quand même beaucoup. Et ça montre qu'on n'a pas vraiment un état de confiance à 100% dans la forme actuelle de Tom Pitcock. En revanche, Tom Pitcock a une équipe qui est assez sympa, avec pas mal de gars, de gros rouleurs qui seront là pour l'épauler, ça c'est une certitude. Omar Fraile, Brandon Rivera, qu'on a vu pas trop mal sur le Tour du Pays Basque, si je dis pas de bêtises. Connor Swift, Ben Turner gros rouleur aussi. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et puis il y a Michal Kwiatkowski qui est avec lui. Michel Kwiatkowski, c'est quand même un mec qui a gagné deux fois l'Amstel, donc en 2015 et en 2022, qui a fait une fois deuxième en 2017, qui a fait une autre fois quatrième, une autre fois cinquième, une autre fois huitième, une autre fois onzième. Enfin bref, c'est Monsieur Amstel Gold Race, Michal Kwiatkowski. Je pense qu'il sera quand même plutôt positionné en tant qu'équipier. On n'a pas trop vu sa forme sur le Tour du Pays Basque, parce que bon, tout le Tour du Pays Basque qui a été pris par les chutes, etc. Donc on n'a pas pu vraiment voir quel était le niveau de Kwiatkowski sur cette course-là. Moi, c'est un coureur que j'adore, Michal Kwiatkowski. Euh, Je pense quand même qu'il sera en lieutenant, mais si jamais on est dans un jour où Van Der Poel n'est pas en très grande forme, peut-être qu'il pourra être là pour faire une course d'équipe avec Tom Pidcock comme en 2022, parce que c'est exactement ce scénario-là. Même si je pense que Pidcock est quand même le leader, et puis c'est ce qui se retranscrit aussi dans les notes, dans les codes pardon, des bookmakers, hein. Parce que Kwiatkowski, lui, est coté à 75, 15 pour Tom Pidcock. Mais donc voilà, pour la Ineos, ce sera probablement quand même pour Pidcock, mais on gardera un œil sur Kwiatkowski. Kwiatkowski, on sait aussi que ça dépend des courses. S'il a décidé d'être équipier, il va se dévouer à fond et voilà, c'est fini. Il va finir 150e parce qu'il aura roulé et ensuite il va se relever. Mais si jamais il décide de jouer sa carte, si jamais les DS décident de jouer sa carte, en revanche, là, on peut peut-être l'attendre pour un top 10, voire même avoir une place prépondérante dans la course à la victoire. Donc ça, c'était mon petit avis sur les Ineos Grenadiers. Et le troisième favori, qui est coté à 15 comme Tom Pidcock, c'est Maxime Van Gils. Ça, c'est intéressant parce que Maxime Van Gils, c'est quand même un coureur qui a changé de catégorie cette année. On savait l'an dernier qu'il était fort, il a déjà des bons résultats. En revanche, cette année, bon, déjà, il gagne le Tour d'Andalousie, mais on va pas vraiment en parler parce que c'était, vous savez, ce prologue de 5 kilomètres qui a été la seule étape de la course à étape. Donc voilà. Ensuite, il s'est bien montré au Strade Bianche, où il a fait troisième, très belle course. À Milan-San Remo, où il a fait septième, très belle course. Et puis ensuite, on l'a vu là se faire voler la victoire par Brandon McNulty sur le Grand Prix Miguel Indurain, puisqu'il a été moins bon descendeur, voilà, tout simplement. Enfin, c'était mérité de la part de Brandon McNulty, évidemment, mais donc Maxime Van Gils, il est en forme, il avait septième l'an dernier, c'est une course qui lui convient sur le papier. Moi, je l'attends plutôt sur Liège-Bastogne-Liège, à vrai dire, mais c'est certain qu'il peut briller déjà sur l'Amstel. Il a une belle équipe aussi, dans son équipe, il y a Andreas Kron,
Andreas Kron qui commence à reprendre un peu les courses cette saison, qui avait pas couru avant le Tour de Catalogne, je sais pas ce qu'il avait exactement, mais Andreas Kron, il a fait quatrième l'an dernier. Donc sur le papier, techniquement, c'est une course qui lui va bien. On l'a pas trop vu sur la Flèche Brabançonne, il était 33e, donc je pense qu'il est encore un peu court, Andreas Kron. Mais voilà, on a une belle équipe. On a même pourquoi pas un Pascal Enkorn pour lancer la course d'un peu plus loin. Donc c'est certain que Maxime Van Gils va être à l'attaque. Je pense qu'on peut miser quasiment les yeux fermés sur un top 5 de Maxime Van Gils. Après de là à jouer la gagne, on verra. Ça dépendra. En fait, c'est dommage, mais c'est toute la course qui dépendra de l'état de forme de Mathieu Van Der Poel. Mais en tout cas, Maxime Van Gils, gros concurrent pour le podium, je pense. Et puis top 5 quasiment assuré, je n'en doute pas. Le quatrième favori, il est coté à 20, c'est Ben Illy. Alors, quand on voit la course qu'il a fait l'an dernier, quand on voit sa saison de l'an dernier, on aurait pu légitimement dire que Ben Illy était un grand favori à cette course-ci, en l'absence de Pogacar normalement, notamment, même s'il y a Mathieu Van Der Poel. Le problème, c'est que Ben Illy, il fait pas un début de saison tonitruant. On l'a pas vraiment vu en fait. Il fait 12e d'Estrade Bianche, voilà, il a un peu passé à côté. Et puis là, sinon, si on regarde tous ses résultats, il a rien fait de vraiment marquant pour l'instant, Ben Illy. Donc, on a un peu du mal à saisir son état de forme. Je pense que son gros objectif de la saison, c'est les Ardennaises. Voilà. Donc, je pense qu'il aura amené un pic de forme pour être en forme pour l'Amstel, pour la Flèche et pour Liège. En revanche, c'est un coureur qui est encore assez jeune. Peut-être qu'il n'a pas encore vraiment, comment dire, l'expérience pour bien caler ses pics de forme. Enfin, en tout cas, en ce début de saison, on l'a pas trop vu. Donc, Ben Illy, ça dépendra vraiment très fortement de sa forme, qui a pour l'instant été difficile d'évaluer. Après, si on regarde son équipe, il a quand même une très belle équipe. Owen Doul en équipier, Mikel Honoré, James Shaw, et puis aussi il a deux beaux coureurs, c'est Richard Carapaz. Richard Carapaz, c'est jamais trop son truc les Ardennaises. Enfin, en fait, c'est un coureur que j'ai un peu du mal à comprendre ces dernières années, qui court un peu à contretemps, qui est fort mais pas assez. Enfin, c'est un peu bizarre. Moi, je pense qu'il ne pèsera pas assez sur la course. Peut-être pourquoi pas sur Liège à la limite, mais encore j'y crois pas trop. Je pense que ça sera un simple équipier très clairement sur l'Amstel pour Benilly. Ou alors pour l'autre mec que je vois bien performer, qu'on voit tous bien performer en fait, c'est Marine van den Berg, donc le néerlandais de 24 ans, qui a fait septième de la Flèche Brabançonne. Alors ça, c'est assez intéressant parce que Marine van den Berg, on le voyait plutôt comme un sprinter, mais il s'avère qu'il passe plutôt bien les bosses et que ça peut être un peu un coureur de classique. Euh, Puis là, il a gagné le Pays Tour de la Loire, là, la course à étapes en France, euh, en gagnant deux étapes, en faisant deuxième d'une autre, donc très fort. Sur la Flèche Brabançonne, il semblait le plus fort, mais il y a eu des circonstances de course qui font que il s'est retrouvé esseulé à l'avant à 2-3 km dans une cassure. Il a décidé de rouler alors qu'il aurait dû suivre les roues. Bon, petite erreur stratégique, mais gros coffre. Donc je pense que le leader sera néanmoins Ben Illy. En revanche, ça sera intéressant de suivre le parcours de Marine Vandenberg. Et si jamais ça roule groupé, bah, ça sera un argument de poids pour Ben Illy de dire attention les gars, moi j'ai Marine Vandenberg, euh, il va très vite au sprint. Si jamais j'attaque, je ne roule pas dans un groupe parce que derrière j'ai Vandenberg. C'est une possibilité. Mais bon, Vandenberg qui est coté à 25 d'ailleurs, c'est pas pour rien, donc il y a vraiment peut-être un petit duo de leadership qui est en train de se dessiner à la tête de l'AIF, mais donc grosse équipe de l'AIF. Le problème, c'est que moi, je les vois pas faire mieux qu'un top 10. À moins que Ben Illy se réveille et soit dans une forme éclaboussante comme ça a été le cas l'an dernier. Vandenberg, je pense que ça sera trop dur pour lui. Donc voilà, elle m'interroge un peu cette équipe de l'AIF. Ils ont des très beaux coureurs sur le papier. En revanche, dans la pratique, je ne sais pas trop quelles pourront être leurs stratégies et s'ils seront capables de vraiment peser sur la course, comme on peut en attendre d'eux. Côté avant, on en a plusieurs. Donc on avait Ben Illy, puis on a aussi trois autres coureurs. Et le premier, c'est Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, Bebe, le français évidemment, qui vient de gagner d'une très belle manière la Flèche Brabançonne. Benoît Cosnefroy qui a une très belle équipe, moi j'aime bien, avec Dorian Godon, qui sera là pour travailler plus tôt, je pense aussi, même si on sait qu'il a gagné la Flèche Brabançonne l'an dernier, que l'an dernier il a chuté sur l'Amstel Gold Race. On a Paul Lapera très en forme, mais je pense que c'est trop dur pour lui. Oliver Nassen, moi j'aime beaucoup. Je vous ai dit, je trouve qu'il revient en forme. Ça m'intéresse de voir ce qu'il peut faire. Sur Paris-Roubaix, il a un peu joué de malchance, malheureusement. Mais pourquoi pas Oliver Nassen? On sait qu'on a aussi Pierre Gautra, le jeune qui est là, qui va pousser un petit peu. Donc pourquoi pas pour une échappée, Pierre Gautra. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Donc globalement, belle équipe de la G2R. Euh, et moi, je vois plutôt, oui, Cosnefroy, leader unique quand même, on va pas se mentir. Mais je pense qu'un coureur comme Oliver Nassan sera capable de l'accompagner assez loin. Cosnefroy qui est quand même dans une très belle saison, il a déjà 4 victoires si je dis pas de bêtises cette saison. Donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est pas rien justement. Sur la flèche Brabançonne, il gagne enfin alors qu'il a tourné autour du pot pendant des années, des années. Amstel, il a déjà fait deuxième, on l'a dit. Moi, je pense que Benoît est en forme, que c'est un parcours qui lui convient très bien et qu'il va jouer le top 5, c'est certain. Et pourquoi pas la gagne si Van Der Poel n'est pas dans un grand jour. En tout cas, c'est une très belle carte française. Moi, je trouve que la team AG2R Decathlon, pardon, fait une très belle saison, très beau début de saison. Ils courent souvent ensemble. Je ne doute pas que Paul Lapéra et que ses consorts vont bien entourer Benoît Cosnefroy. Et donc, pour moi, Benoît Cosnefroy, c'est un grand oui. Il a la confiance. C'est un coureur qui commence quand même à avoir un peu d'âge. Il a 28 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un coureur qui a de l'expérience. Il n'a pas trop peur de Van Der Poel. Il en a parlé. Il est quand même lucide. Il sait très bien que si Van Der Poel est aussi fort que sur les courses précédentes, il sera intouchable. Mais pour moi, Paul Lapéra, j'allais dire Benoît Cosnefroy, ça joue évidemment un top 3, je pense. Donc voilà, grosse carte française et on peut en être fier. Côté avant, on a aussi Juan Ayuso, pardon. Donc Juan Ayuso, qui se teste cette année sur les courses ardennaises avec une équipe qui fait très peur. En fait, on a donc Juan Ayuso, Mark Hirschi, Stuart Bax, Ronan McNulty, Ian Christen, Finn Fisher Black, Jean Almeida, enfin bref, la Dream Team du côté des UAE. Donc là, selon Winamax, ça serait plutôt Juan Ayuso le leader. Alors je pense clairement que Finn Fisher Black, Stuart Bax, ça c'est équipier, n'en pas douter. Ian Christen, on l'a vu, il est super jeune, je crois qu'il n'a que 19 ans. On l'a vu sur le Tour des Abruzzes, là où il était un peu court quand même par rapport à Yates, par rapport à Sivakov. C'est un coureur très fort, mais je pense que ce sera un peu trop dur pour lui, à moins que ça soit. Ouais, franchement, Yann Christen, je vais regarder un œil sur lui. Je pense qu'il sera équipier quand même, parce que quand on voit le pedigree coureur qui l'accompagne, ça sera compliqué pour lui d'être autre chose que un équipier. En revanche, Juan Ayuso, il sort d'une victoire sur le Tour du Pays Basque. Il n'a pas gagné d'étape, mais il gagne le général. Tirreno Adriatico, deuxième derrière Vingegaard. Voilà, le mec est très fort. Le problème, c'est que je l'ai jamais vu courir sur l'Amstel. L'an dernier, il a eu une saison un peu tronquée. Donc en fait, on connaît pas trop le niveau de Juan Ayuso sur les Ardennaises. Moi, j'ai un peu du mal à me dire s'il sera leader, si ce sera Hirschi, euh, pourquoi pas Almeida, McNulty, pourquoi pas aussi. Enfin, vraiment, elle est assez illisible, pardon, cette équipe des UAE. João Almeida, pardon, qui a une bonne caisse, mais bon, qui a pas fait un début de saison foufou non plus, qui a jamais participé non plus à l'Amstel, voilà. En fait, sur le papier, c'est Mark Hirschi qui a le meilleur profil, mais Mark Hirschi, bon, pour l'instant, ça a plutôt été un équipier. Il a jamais vraiment bien performé cette année. Il a gagné la Faune Drôme, mais bon, c'est tout. Et sur le papier, pourtant, c'est à lui que ça convient le mieux, cette course-là. Il a déjà fait 9e en 2022. Voilà. Ça va être très difficile, je pense, de lire la stratégie des UAE sur cette course. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à tourner ça à leur avantage? Parce que si on se fait attaquer pardon, successivement par Almeida, Ayuso, Hirschi, McNulty, je pense que derrière, ça cogite un peu dans les têtes des coureurs, mais du même côté, j'ai un peu du mal à me dire qui sera capable d'être fort. Moi, je pense plutôt peut-être, je sais rien. Ayuso sur la forme, c'est le meilleur. En revanche, sur le profil, c'est une grande découverte. Hirschi sur le profil, c'est le meilleur, mais en termes de forme, il est pas au top. Puis McNulty, il est aussi en très bonne forme. Enfin, là, c'est Winamax qui nous dit côté à 20 Juan Ayuso, mais moi, j'ai vraiment du mal à lire quelle sera la stratégie de la UAE. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à mettre cette force collective de leur côté et faire des bons scores en jouant du collectif, ou est-ce qu'au contraire, ils vont un peu se rouler les uns sur les autres et faire rien du tout? On a McNulty qui est coté à 50, Hirschi à 75, Almeida à 100. Voilà, c'est un peu flou cette histoire et donc j'aurais du mal à me prononcer sur la UAE. Je suis désolé, mais ça sera quelque chose de très intéressant à suivre pendant cette course. Ensuite, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que je m'épand dans mes explications. On a Mathias Kelmose qui est coté à 20.
Donc Mathias Kelmose, qui sera le leader de la Lidl Trek, qui est aussi avec lui des coureurs pas dégueux. Quinn Simmons, qui est pour l'instant annoncé aussi. Tom Skuins, voilà. Bouk Mollema, Andrea Bajoli, Mathias Kelmose. Je pense que ça fait pas trop de doute que Mollema et Bajoli seront des équipiers. Quinn Simmons aussi, parce qu'on l'a pas vu bien performer sur ce début de saison, même s'il a un profil qui pourrait faire de grandes choses sur l'Amstel. Ensuite, on a Tom Skuins qui fait un super début de saison, mais qui a pas couru depuis le Tour des Flandres. Donc, il va courir l'Amstel et puis ensuite la Flèche. Est-ce qu'il aura encore l'état de forme pour être bon? Je ne sais pas. Sur le papier, c'est une course qui peut lui convenir, même s'il a jamais fait des grands résultats. Et puis le leader annoncé, et je pense que ce sera le leader dans les faits, c'est quand même Mathias Kelmose. Mais Mathias Kelmose, il est fort, mais ça joue pas trop la gagne, quoi. On l'a vu sur le Tour du Pays Basque, il s'est fait un peu déborder par les autres coureurs. Sur Paris-Nice, il fait quand même quatrième, c'est une très belle place, mais un peu débordé aussi. C'est un profil qui lui convient évidemment, je pense. Il a fait huitième l'an dernier, Mathias Kelmose. Donc, grosse équipe de la Lidl Trek, avec une grosse densité, un peu à l'image de la UAE. En revanche, avec des états de forme qui sont un peu disparates, un peu incertains, et probablement une équipe quand même tournée autour de Mathias Kelmose. Pourquoi pas pour un top 5, ça c'est clair. Je pense que la Lidl Trek va vouloir un petit peu prendre la course à sa main, parce qu'ils ont montré sur les Flandriennes que c'était une équipe qui était capable de le faire, et je pense qu'ils auront plutôt intérêt à le faire aussi. En revanche, pour aller jouer la gagne, j'avais peur que Mathias Kelmose soit un peu trop juste. Donc il est coté à 20. Si on regarde rapidement, Bajoli qui est coté à 50. Et ensuite les coureurs d'après, Skynes coté à 100. Alors c'est marrant parce que moi, Bajoli, je l'aurais plutôt vu comme un équipier. Il a fait un début de saison archi quelconque aussi. Même si sur le papier c'est une course qui peut lui convenir, il fait sixième l'an dernier. Au vu de son début de saison, j'aurais un peu du mal à mettre une pièce sur Bajoli personnellement. Donc voilà. Moi je vois la Lidl Trek plutôt tourner autour de Mathias Kelmose. Ensuite, donc ça c'était les coureurs qui étaient cotés à 20. Donc là en fait c'est pour vous dire, on a eu 6 coureurs cotés entre 15 et 20. Donc c'est pour vous dire la densité d'outsiders qui est derrière Mathieu Van Der Poel. Et puis après, on a coté à 25, donc Marine Vandenberg, on en a déjà parlé, et on a team Michael Matthews. Michael Matthews pour la Jayco Alula. Si on regarde rapidement la composition de la Jayco Alula, euh, il n'y aura pas trop de doute que ce sera pour l'ami Michael Matthews. Il y a aussi un coureur comme Mauro Schmidt qui aurait pu à une époque prétendre un peu à un leadership, mais on l'a pas vu faire grand-chose, Mauro Schmidt, en ce début d'année, donc ce sera très clairement pour Michael Matthews, qui lui, au contraire, a montré qu'il était présent sur les grosses courses. Pour un peu la même interrogation pardon, que Van Der Poel, c'est est-ce que la saison va pas faire un peu longue pour lui? Milan-San Remo, il était déjà très fort, c'était il y a un mois. Il prévoit de faire encore jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, Mathieu Van Der Poel, Michael Matthews, pardon. Est-ce qu'il sera capable de tenir la longueur? On a vu sur la Flèche Brabançonne qu'il était quand même court. Moi, je pense que Michael Matthews, ça va encore être un top 10, mais j'ai du mal à le voir peser plus sur la course. Parce que je pense qu'il a un peu une trop grande densité de calendrier, pas assez focus ses objectifs. Milan-San Remo, c'était la course qui lui convenait le mieux sur le papier. Je pense qu'il sera un peu trop court sur cette Amstel Gold Race. Après, si on regarde ses résultats sur les dernières années, septième en 2022, pardon, quatrième en 2021, dixième en 2017, cinquième en 2016, troisième en 2015. Bon, bref, Michael Matthews, c'est vraiment l'assurance de bien performer. En revanche, l'assurance de gagner, non, malheureusement pour lui. Donc moi, je vois bien un petit pont de top 10 pour Michael Matthews. Mais s'il performerait, je serais très content pour lui parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Bling. Donc voilà, il était coté à 25. Ensuite, coté à 35, on a Dylan Tuns. Euh, alors, on a vu la Israël forte, très forte sur la Flèche Brabançonne, mais incapable de gagner. Si on regarde leur composition annoncée pour l'instant, il y a quand même du lourd. Michael Woods, Dylan Tuns, Stephen Williams, Simon Clark. Bon, Simon Clark, c'est un peu un pépé maintenant, mais bon, voilà, c'est un profil qui lui convient bien. Fuglsang, Fuglsang, on peut aussi le ranger dans la case des pépés. Chris Neylands, bon équipier. Corbin Strong, si jamais ça finit au sprint, mais non, Corbin Strong, on peut un peu oublier. Et puis George Bennett. George Bennett, qui était sur le tour des Abruzzes, si je dis pas de bêtises, qui était pas mauvais. Donc George Bennett qui est un peu en train de revenir en puissance. Donc beaucoup de coureurs très forts. Moi surtout, il y en a un qui m'impressionne, c'est Stephen Williams. Stephen Williams, il a fait 55e de la Flèche Brabançonne. Donc là, je sais pas, il a disparu dans le final, mais juste avant,
Aux alentours des 30 derniers kilomètres, 20 derniers kilomètres, le mec paraissait aérien, c'était totalement fou. Bon, après, il s'est peut-être un peu cramé pour la suite, mais on a une belle course d'équipe ensuite, donc voilà. Israël, je pense qu'il sera un acteur majeur de la course, donc ça fait plaisir parce que on a souvent dit Israël, c'est la maison de retraite du peloton. Là, je pense qu'en revanche, ils peuvent faire quelque chose de bien. Entre Fuglsang, non, Fuglsang, il est plus assez en forme. Fuglsang, c'est sa dernière saison. Il a déjà fait troisième, déjà fait quatrième. Quatrième, c'était en 2011, donc c'était il y a 13 ans. Ouais. Euh, Fuglsang, c'est trop vieux. En revanche, Michael Woods, je ne sais pas trop. Il est prévu sur les courses en France. Là, il a fait la classique Besançon. Il est prévu sur celle du Jura et ensuite sur l'Amstel. Ça me paraît un peu bizarre. Donc, à vérifier quand même la compo d'Israël sur l'Amstel. Peut-être qu'il n'y aura pas Woods. En revanche, c'est sûr qu'il y aura Teuns, qui est coté à 35, et c'est sûr qu'il y aura Stephen Williams. Teuns qui a fait deuxième de la Flèche Brabançonne, qui s'est fait battre au sprint donc par Benoît Cosnefroy, qu'on a vu à son avantage sur le Tour des Flandres. Et puis de toute façon, il est toujours très fort sur les Ardennaises. Il a fait dixième de l'Amstel en 2022. Donc je pense que Teuns va aussi viser un top 5 probablement. Moi, je m'interroge vraiment sur l'état de forme de Stephen Williams. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. En fait, je pense qu'il peut claquer un top 3, tout comme il peut claquer un top 50. Mais moi, il m'a fait quand même très forte impression, Stephen Williams, que ce soit sur la Flèche Brabançonne ou encore sur le Tour de Catalogne, où il s'est montré aussi vraiment fort. Et pour l'instant, je le vois pas dans les cotes. Stephen Williams, il est coté à 75. Donc du côté de Winamax, on fait plus confiance quand même à Teuns, mais Stephen Williams en deuxième rideau, c'est aussi ce que je pense. Peut-être que je vois Williams capable de gagner là où je verrais pas Teuns gagner. En revanche, Williams un peu trop aléatoire. Donc Williams, ça peut aussi faire fond de tableau. Donc voilà, ça sera aussi intéressant de voir la stratégie de l'Israël. Et je pense que, à l'instar de la Lidl Trek, ils vont aussi à un moment prendre un peu la course en main pour eux. Voilà, parce ils ont une belle équipe et ils seront capables de le faire. Ensuite, côté A35, on avait aussi Matteo Jorgensen. Et là se pose la question de la Visma Lease the Bike avec Tige Benoot qui est là, avec Matteo Jorgensen, puis d'autres coureurs qui seront plutôt des équipiers, je pense. Euh, c'est des coureurs qui sont en forme depuis très longtemps. Est-ce qu'ils seront encore là sur l'Amstel, la Flèche, Liège? Je sais pas trop. Tige Benoot, il a fait 15e du Tour des Flandres, 4e des Travers la Flandre. Mais à chaque fois, il semblait un peu trop court. Alors que sur le papier, c'est une course qui lui convient bien, l'Amstel, hein. Il fait 3e en 2022, 15e en 2023, en 2021, en 2017. Bah, pourquoi pas aussi en 2024, j'ai envie de vous dire. J'ai un peu du mal à croire en Tige Benoot. Et puis Matteo Jorgensen, c'est un bon point d'interrogation. On sait qu'il était trop court pour faire Paris-Roubaix, parce que tombé malade sur le Tour des Flandres. Est-ce qu'il aura récupéré assez? En fait, je me demande, est-ce qu'on met Jorgensen en tant que vraiment leader, ou est-ce que c'est parce qu'il manquait d'autres coureurs, on a mis Jorgensen sur l'Amstel? Parce que s'il est en forme, c'est peut-être le favori numéro 2 en fait. Mais vu qu'il est tombé malade sur le Tour des Flandres, qu'il n'a pas fait Paris-Roubaix, qu'il est en forme depuis Paris-Nice, Paris-Nice, ça commence le 3 mars quand même, hein. Sachant qu'il était déjà fort sur Kuurne et l'Omloop, je me demande, je pense que Matteo Jorgensen ne sera pas vraiment dans la partie. Tout simplement parce que ça fait trop longtemps qu'il est en forme. Je pense que le Tour des Flandres, c'était un peu la fin de son pic de forme. Avec le temps froid, etc., il s'est un peu cramé en essayant de suivre Van Der Poel trop tôt. Peut-être que Jorgensen a un peu à bout de force, et ça serait bien de le faire se reposer avant. C'est pas assez le Tour des Flandres, le Tour de France, pardon, qui est prévu pour lui pour l'instant. Les bookmakers le mettent à 35 parce que si jamais il est vraiment en forme, c'est un gars qui peut gagner. Donc les bookmakers se mettent un peu à l'abri. En revanche, moi j'ai quand même tendance à penser qu'il sera hors de forme, Matteo Jorgensen. Son pic de forme doit être passé. Il a fait un très beau début de saison. Maintenant, il est temps d'aller se reposer un petit peu avant la suite. Et puis on a Tige Benoot, donc qui sera peut-être leader. Enfin, moi je vois pas trop la Visma Lease the Bike peser sur cette course. Voilà. Comme ils ont pas trop pesé sur Paris-Roubaix, malheureusement, parce que la porte a crevé très tôt. Hmm, c'est dommage pour eux, mais je les vois pas vraiment peser sur cette course-ci, les Visma. Côté A40, Matej Moric. Matej Moric, c'est un peu le même combat quand même. Il est en forme depuis je ne sais combien de temps. Matej Moric, il a une belle équipe cependant. Fred Wright, Leo Bilbao, Jack Haig. Alors, Jack Haig, on l'a pas vu depuis le début de la saison.
fond de tableau de toutes les courses auxquelles il participe, donc on va pas trop compter sur lui. Même si c'est un grimpeur, ça devrait lui convenir. Euh, Si on continue sur les autres avant de parler de Mohoric, Fred Wright, qui monte en puissance, qui était vraiment bon sur Paris-Roubaix, pas mauvais sur le Tour des Flandres. Après, de là à dire que c'est un leader qui pourra vraiment jouer la gagne, non. Mais bon, pourquoi pas un top 15. Puis il y a Peyo Bilbao aussi qui sera là. Peyo Bilbao, c'est un profil qui lui convient plutôt bien sur le papier. Il est passé à travers les chutes sur le Tour du Pays Basque, le Basque, quoi, comme par hasard. Complot peut-être, je ne sais pas. On rigole. Mais Peyo Bilbao, la dernière fois qu'il a participé à l'Amstel, c'était en 2012. Voilà, il y a 12 ans. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette équipe. Et puis Matej Moric qui a lutté sur le Tour des Flandres. Alors là, il est prévu sur l'Amstel, la Flèche, Liège. Sachant que le mec a fait déjà Milan-San Remo à fond, Gand-Wevelgem, le 3, le Tour des Flandres, qui aurait dû participer à Paris-Roubaix, mais qui n'était pas remis de sa chute. J'ai aussi un peu de mal à croire en l'essence de la Bahrain Victorious. Voilà, malheureusement. Et je vais arrêter de dire voilà, parce que je le dis beaucoup trop souvent. Et puis après, si on monte côté à 50, Charman, Charman qui est revenu de nulle part. Ça faisait 2 saisons qu'on le voyait plus, Maximilian Charman. Et là, il se remontre en forme. On a cru un moment qu'il allait jouer la gagne sur le Tour du Pays Basque. Deuxième du général à un moment, mais il a craqué sur la dernière étape. Parce que sur le papier, c'est vraiment une course qui lui convient parfaitement. C'est vrai qu'on a du mal à situer l'état de forme de Maximilian Charman. Il a déjà fait troisième donc en 2021 derrière Pidcock et puis Van Aert. C'est probablement pour ça qu'il est coté à 50. Mais grosse interrogation et puis grosse curiosité de voir ce qu'il va faire. Il a quand même des beaux équipiers, Bob Jungels, Matteo Sobrero. Donc petite curiosité, Maximilian Charman. Oscar Onley qui est coté à 50. Oscar Onley qui est coté à 50 donc pour la DSM. Est-ce que ce sera le leader? Quand même probablement. Il y a aussi Warren Barguil qui sera présent. Mais sur les courses où ils étaient tous les deux alignés, c'était souvent Onley qui était le meilleur. Onley qui a fait quand même cinquième de la dernière étape du Tour du Pays Basque en étant dans l'échappée. Troisième du Grand Prix Miguel Indurain derrière les amis Van Gils et puis McNulty. Ouais, la DSM ne pourra pas vraiment peser sur la course. Moi, j'aimerais bien voir un Warren Barguil en forme. Le problème, c'est que je sais pas trop. Sur les dernières courses, on l'a pas vu jouer son rôle à lui. Il était plutôt en rôle d'équipier, en couverture. Mais on sait que Warren Barguil, c'est ses courses préférées, les Ardennaises. Peut-être plutôt Liège et puis la Flèche. Mais voilà. Pourquoi pas une belle performance de Warren Barguil? Est-ce que ça sera vraiment le leader, pardon, ou est-ce que ça sera Oscar Only? Après les bookmakers, plutôt Only qui est coté à 50. Tandis que Barguil, lui, il faut remonter un petit peu plus pour aller voir à combien il est coté. D'ailleurs, je le trouve pas. Tout simplement. Je suis en train de regarder en live pour te dire, il est coté à 200. Donc pour les bookmakers, on voit pas Warren Barguil. Moi, je vais le surveiller. Je pense qu'il peut faire des belles choses. Et ensuite, si on remonte dans les cotes, on commence à avoir des trucs très élevés. Donc on va plutôt parler des équipes sur lesquelles on a un petit mot à dire. Euh, une qui n'a pas été citée par les bookmakers, et je ne comprends pas trop, c'est la Groupama FDJ. Donc là, j'ai la start list provisoire. Elle n'est pas encore confirmée. Mais quand on voit qu'on a Madouas, Romain Grégoire, Stéphane Kung, je ne comprends pas trop. Même Kevin Genietz, qui est très bon équipier, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas en considération cette équipe pour jouer la gagne. Enfin, les bookmakers sont peut-être pas vraiment à jour sur la start list, ou c'est moi qui ne le suis pas. Mais moi, c'est une très belle équipe, la FDJ. Et je pense qu'ils vont faire un truc sur cette Amstel. Ils peuvent jouer un top 5 et ils vont peser sur la course, c'est à peu près certain. Valentin Madouas, il n'était pas encore à 100% sur le Tour des Flandres. Je vous avais hypé en disant c'est peut-être l'année pour Valentin Madouas. En fait, il a dit, il me semble, qu'il était très mal placé au début, et qu'il a passé la course à payer son mauvais placement. Je pense aussi qu'il n'était pas en très bonne forme, Valentin, mais il est probablement en train de monter. Puis c'est l'Ardennaise qui lui convient le mieux, donc c'est maintenant ou jamais. Madouas sur l'Amstel, c'est huitième en 2019, 14e en 2022, 11e en 2023. Je pense qu'on peut viser un top 10 pour 2024, très clairement. Comment va se répartir le leadership? Je pense qu'on aura plusieurs leaders, pas un leader unique. On a Romain Grégoire qui revient d'un beau Tour du Pays Basque, où il a gagné une étape, sa première victoire en World Tour.
Sur l'Amstel, il n'avait pas fini l'an dernier. Pour être honnête, je sais plus ce qui s'était passé exactement pour lui, mais c'est un profil qui lui convient bien. Est-ce qu'il a encore assez de caisse pour faire des courses de 250 km? C'est pas sûr. En revanche, je pense qu'il sera là pour quand même jouer un rôle important. Donc voilà, une belle carte pour la FDJ, pour la Groupama FDJ. Et puis un autre qui sera peut-être le leader, je pense, c'est Stéphane Kung. Stéphane Kung, il a fait troisième à travers la Flandre. Sur le Tour des Flandres, il a chuté, malheureusement pour lui. Cinquième de Paris-Roubaix. Très fort, Stéphane Kung. Et c'est une course qui lui convient un peu. Ça monte, mais pas trop. C'est peut-être un peu trop dur quand même. Il a fait huitième en 2022. Je pense que ça peut être un des deux co-leaders. Roland co-leader avec Madouas. Et puis on mettra Grégoire plutôt en électron libre parce que ce sera sa découverte. Mais très grosse équipe, la groupe AMFDJ. Moi, c'est certain que je vais leur porter un œil. Je vais les porter, non, je vais surtout pas leur porter l'œil, pardon. Mais je vais avoir un œil sur ce qu'ils vont faire. Pas de Lutsenko cette année, a priori, prévu pour l'Astana, mais ça aurait été une carte Astana, qui ça aurait été une carte à surveiller. Cofidis, pas grand monde a ramené un Ionisa Guiré, mais je pense que la formation française va continuer un peu à flopper, malheureusement pour l'instant. Pour l'Intermarché, on a peut-être Georg Zimmermann et Lorenzo Rota, mais on les a pas encore vus vraiment tant à leur avantage cette saison, donc à surveiller, mais vraiment de loin, les deux, qui sont peut-être les leaders. Le Movistar, on a quand même Davide Formolo, Ivan Garcia Cortina, Johan Jacobs, Alexa Rambourou. Là, il y a clairement moyen d'aller caser un top 10. Formolo, qui est donc dans cette équipe depuis pas longtemps, qui a changé à l'intersaison. C'est un coureur très résistant, on le sait. Il a jamais fait d'upstep, cependant. Donc on verra ce qu'il pourra y faire. Garcia Cortina, qui s'est monté très fort sur le Tour des Flandres, qu'on n'a pas vu sur Paris-Roubaix. Peut-être une crevaison. Je suis pas au courant de tous les faits de course, pardon. Mais ça peut être un profil qui lui convient. Et puis ensuite, Alexa Rambourou, qui a été meilleur sprinter du Tour du Pays Basque, mais bon, c'était une course un peu particulière, et qui a déjà fait 11e sur l'Amstel. Donc peut-être que l'un de ces coureurs-là se battra pour le top 10. Alors quand même, on n'a toujours pas parlé non plus de la Soudal Quickstep, parce qu'on a du mal à voir qui sera le leader. Louis Vervac, peut-être, mais il n'est pas très fort cette année, donc difficile à dire. William Junior, le Cerf, donc là, c'est le gars qui est un peu en train de percer à la Soudal. On l'a vu beaucoup attaquer sur beaucoup de courses. Le gars n'a que 21 ans, donc ça sera intéressant de suivre sa progression. Il a gagné une étape sur le Tour du Rwanda. Bon, ça c'est un peu anecdotique, pardon. Mais sur le Tour du Pays Basque, on l'a vu pas mal attaquer. Pareil sur le Tour de Catalogne. Une belle découverte probablement pour lui. Antoine Huby à surveiller côté français, qui s'est un peu montré aussi à l'avant récemment. Et puis Maury Van Sevenant, qui sera probablement le co-leader avec Louis Vervac. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. En l'absence de Remco Evenepoel, on n'a pas grand monde pour faire figure de candidat sérieux. Moi, j'aurais bien vu Casper Asgreen, qui n'est pas aligné. Alaphilippe, il sera pas là parce il s'est concentré sur les Flandriennes et il va faire le Giro. Alaphilippe, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, mais il souffrait d'une fracture du péroné. Je veux pas dire de bêtises, pardon. Un truc assez léger quand même, mais qui le gênait pendant les Flandriennes. On espère qu'il va se reposer. La Uno X qui aura Leknesund. Leknesund qu'on a vu attaquer sur les flèches Brabançonne. Un peu court, ça sera un peu court pour la gagne. Et puis peut-être Tobias Aland Johansen. On sait qu'il a eu un début de saison difficile, qu'il a failli gagner la classique du Var, mais qu'il a levé les mains trop tôt. Ça t'apprendra. Euh, je pense que, à l'instar de l'Eknesund, les deux seront trop courts. Donc est-ce que la Uno X pourra vraiment peser sur la course? C'est pas certain. La Arkea, il y aura quand même Kevin Vauquelin qui sera présent. Kevin Vauquelin, qu'on a vu pas trop mal sur le Tour du Pays Basque, pas trop mal sur Tirreno Adriatico. En fait, le problème de Kevin Vauquelin, c'est qu'on le voit pas trop mal sur beaucoup de courses, mais pour le mettre au fond, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça sera encore le cas sur l'Amstel. S'il fait un top 10 ou un top 15, on sera déjà très content pour le coureur français. Voilà, donc j'ai fait le tour des équipes dont je voulais parler. Ça fait déjà très longtemps que je parle. Si on résume, pour le scénario de la course, évidemment que le plat de la course sera sur le dos de l'Alpecin de Koenig. Évidemment, ils ont une équipe très forte. Ils ont un leader qui est intouchable en ce moment, qui, je pense, continuera d'être intouchable sur l'Amstel Gold Race, Mathieu Van Der Poel. Favori numéro un, à n'en pas douter.
Euh, Ça va être difficile d'aller les chercher, les Alpecin. Je pense qu'en termes de stratégie, ils ont plutôt intérêt à garder la course en main, ne pas la faire se décanter trop tôt comme ça a été le cas sur Paris-Roubaix, parce qu'ils ont de quoi contrôler. Et puis peut-être qu'il faut un peu préserver Van Der Poel, parce qu'à force de courir autant de monuments de si loin, bah, le bonhomme doit être un peu fatigué. Donc on va pas faire le hipster, non. Le grand favori, c'est Van Der Poel. Il va encore gagner probablement. On sera un peu déçu pour le suspense. En revanche, derrière, c'est vraiment un niveau très homogène. Donc on va pas souhaiter ça à Mathieu, mais si jamais il a une fringale, si jamais il n'est pas en forme, serait très improbable entre nous, on aura quelque chose de très serré. Et puis pourquoi pas des Français pour jouer des belles cartes. Donc on disait Barguil peut-être en forme, on verra. Ensuite, Madouas, Kung pour les équipes françaises, Madouas qui peut être en forme, peut-être Grégoire pour la Groupama. Et puis surtout, Cosnefroy. Et oui, qui a affiché très haut ses ambitions. Et puis on a une belle équipe de la Décathlon. Donc moi je pense que l'équipe de la Décathlon sera à peu près du niveau des autres gros outsiders, c'est-à-dire la Lidl Trek, la Ineos, ce genre d'équipe, la UAE. Donc on a un niveau très homogène derrière la Alpecin. Est-ce qu'on a des équipes qui vont commencer à se dire, bon, la Alpecin, on a compris qu'ils étaient les meilleurs, est-ce qu'on leur laisserait pas le poids de la course? Je ne pense pas, surtout que là, c'est une course un peu différente, c'est plus exactement la même typologie que sur les Ardennaises. Mais je m'attends à une course quand même de contrôle de l'Alpecin, avec pourquoi pas d'autres équipes qui vont essayer de foutre le bazar, mais ça va être très compliqué, puisque Van Der Poel est le meilleur, et il sera encore probablement une jambe au-dessus de tous. Mais on désespère pas pour les Français. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était finalement plus long que prévu, mais étant donné la densité des outsiders, c'était compliqué de ne pas parler de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne course et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Petit Clit. Salut!